Quand on dit qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, on se trompe. Non, on se trompe. Et troisièmement, pour finir. Parce que maintenant, il est ciblé par une affaire de séquestration. Je vais vous dire que c'est le réseau rwandais. Ça signifie que le travail de Mouyaya dérange. Et ça, ce n'est que le début. Cette affaire de séquestration révélée par Perrault. Je peux profiter de votre micro pour dire au ministre que ce n'est que le début. On va demain dire qu'il prend du sang humain. On dira demain qu'il mange des cadavres. On va tout raconter sur lui parce que son travail dérange. Mouyaya est la cible. Mais bien sûr, parce qu'il est aujourd'hui celui qui porte la voix d'une lutte. Et troisièmement, pour finir, Mouyaya a réussi à fédérer les médias que vous êtes nationaux pour s'aligner derrière la cause. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Où en est-on avec la riposte vigoureuse annoncée par le président pour contrer la percée du Rwanda et de ses supplétifs? À l'international, au-delà des simples discours de condamnation, compassion et même soutien, a-t-on pu gagner quelque chose de plus concret ces dernières 72 heures? Sur place, Goma fait face maintenant à des conséquences néfastes des combats qui ont eu lieu là-bas, qui se poursuivent d'ailleurs. Vous avez des infrastructures humanitaires qui ont été pillées, des structures médicales débordées, les services de base qui sont quasi inexistants pour l'instant. On reviendra sur la suite des événements, probablement sur la première conférence de presse tenue hier par Corneille Nangaa qui est arrivé dans la ville. Ici à Kinshasa, les menaces du président du CESAC à l'international, notamment avec Donald Trump qui se réserve un tout petit peu d'évoquer la question congolaise. Pour quelle finalité? Ce matin, il y a plus de questions à se poser. Et on a fait le choix d'avoir Jean-Thierry Monsenepo, membre de la conférence des présidents de l'Union sacrée. Bienvenue chez nous. Merci Jean-Pierre. Comment vous vous sentez? Très mal. Très mal à cause de ce qui se passe dans mon pays. Très mal avec ce qui se passe dans l'Est, avec la chute de Goma et les milliers de déplacés aujourd'hui à cause de cette insécurité, sans oublier nos vaillants soldats qui sont tombés au front. C'est pour eux que j'ai mal. Mais tout autant, j'ai de l'espoir. Vous parlez de la chute. C'est un discours ou un mot que le président du CESAC ne veut pas entendre. Pour lui, Goma n'est pas encore totalement tombé. L'on parle d'un contrôle partiel parce que nous dit-on ici, les combats continuent. Il est effectivement vrai que les combats sont en train de continuer vers le nord de la ville. La RTNC aujourd'hui n'est pas encore entre les mains de ces terroristes. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une présence étrangère dans cette ville et que cette présence étrangère est en train d'assiéger nos populations. Pour moi, c'est une chute. Mais mon espoir, c'est parce que le président de la République a dit qu'il y a une riposte qui est en train de se préparer. Et j'ai foi, non seulement en notre chef de l'État, mais aussi en nos forces armées et aux résistants Ouazalendo. Je suis convaincu que cette tendance va très vite basculer. Quand vous voyez Nangaa et ses amis rwandais tenir une conférence de presse au cœur de Goma, c'est une insulte à notre courage, une insulte
à notre détermination, à notre sens de responsabilité? Non, c'est plutôt une insulte à lui-même Nanga et à toute sa famille. Parce que non seulement il se présente comme étant celui par qui le malheur arrive, c'est-à-dire que c'est le Congolais qui permet à ce que le Rwanda puisse aujourd'hui nous agresser. Il est le visage de tout ce qu'il y a comme morts, déplacés, blessés dans notre pays. Il permet à ce que son pays soit endeuillé. Ce monsieur est maudit à jamais. Deuxièmement, c'est une honte pour le Rwanda, qui aujourd'hui, au visage du monde, est en train de démontrer que c'est un État voyou. Qui opère désormais à visage découvert. Exactement. Les experts des Nations Unies n'avaient donc pas tort. Aujourd'hui, nous avons la certitude que le Rwanda est un État voyou et que M. Kagame est le patron de ce système voyou qui non seulement endeuille, tue, blesse, viole, mais aussi vole les minerais de la République démocratique du Congo avec plusieurs receleurs que l'on retrouve, entre autres, dans l'espace de l'Union européenne et dans d'autres pays. Cela est très grave. On a parlé d'un véritable carnage à Goma ces dernières 72 heures. Mais écoutez, les civils ont été des victimes, malheureusement, mais aussi énormément des militaires rwandais qui ont été évacués selon des informations sûres, qui ont été tués comme des petits poulets. Notre armée s'est stratégiquement repliée, entre autres, pour éviter qu'il y ait bain de sang à Goma, puisque nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'armée, nous avons la responsabilité de la protection des civils. Ces sauvages qui ont traversé la frontière et qui sont venus du Rwanda n'ont aucun intérêt sur la vie d'un seul Congolais. Parce que pour eux, la vie d'un Congolais, c'est comme la vie d'un poulet. Donc, ils n'ont pas la même tenue que peuvent avoir nos militaires face à cette réalité. Mais je peux vous assurer que le carnage qu'il y a eu à Goma, l'armée rwandaise est sérieusement endeuillée en ce moment. L'armée rwandaise, endeuillée. Mais quand l'ancien ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, Karega, dit que Goma n'est pas une fin en soi, il pense que les terroristes doivent aller jusqu'à Bukavu. Il se raconte d'ailleurs qu'il y aurait des combats en ce moment dans certaines zones, sans parler de Minova qui est déjà passé sous le contrôle du Rwanda. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? D'abord, Patrick Karegeya, c'est quelqu'un qui a... Karegeya, c'est notre... Patrick Karegeya, c'est un instable mental terrible. Rappelez-vous que c'est lui qui, ici sur les ondes de Top Congo, avait confirmé que les FDLR n'existent plus. Mais plus tard, on l'a revu aux côtés de son gouvernement qui sont en train de scander l'existence des FDLR. Ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on peut considérer. Ses propos sont des propos qui aujourd'hui ne permettent qu'une seule chose, de confirmer qu'il n'y a plus question ici de parler ni du M23, ni de l'Alliance Fleuve Congo, mais plutôt du Rwanda. Parce que c'est l'ambassadeur rwandais, qui d'ailleurs a été refusé en Belgique, et même en Afrique du Sud, je pense, qui aujourd'hui est en train de dire que cette avancée va se poursuivre. Donc ce n'est plus des Congolais qui le disent, entre parenthèses, mais c'est carrément un officiel rwandais. Pourquoi est-ce qu'on continue de parler du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo? Nous devons désormais parler du Rwanda. Le citer nommément, qu'est-ce que ça change dans le fond? Dans le fond, ça change plusieurs choses. D'abord, c'est la confirmation de ce que le gouvernement congolais a toujours dit, c'est-à-dire une agression de la part du Rwanda. Deuxièmement, ça confirme aujourd'hui qu'il y a une duplicité au sein de la communauté internationale, un double standard, où dans certains cas, il y a des pays qui sont condamnés pour avoir violé le droit international, mais pour le cas du Rwanda, il y a un silence complice. Et ce silence explique donc que, en réalité, le bénéficiaire final de ce pillage systématique des minerais de la République démocratique du Congo et des meurtres qu'il y a sur notre territoire, c'est non seulement le Rwanda, mais aussi ses alliés internationaux. Devrais-je encore douter de ce qu'a dit Marine Le Pen lorsqu'elle dit que l'Europe est une société de receleurs
qui achètent des minerais qui sont volés par le Rwanda en République démocratique du Congo. Bien. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de messages, des condamnations, des messages de soutien, des dénonciations, des messages de colère au regard de la détérioration de la situation dans l'Est. En Occident, il y a, je crois, Londres qui a pris des mesures et plus rien. Vous voulez qu'on aille au-delà de au-delà des simples condamnations, au-delà des simples discours, c'est ça. Les discours, on en a entendu. Les condamnations par la presse, on en a aussi entendu. Ce que nous voulons, c'est des actions, des actes, pour qu'on puisse prouver aux Congolais qui ont une mémoire très longue et très forte, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais oublié les mains de nos ancêtres coupées. Donc demain, nous n'oublierons pas la tenue de la communauté internationale et de certains pays face à cette agression. Nous remercions nos amis qui ne cessent de nous accompagner, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola et d'autres pays encore comme le Burundi. Mais nous n'oublierons pas non plus ceux qui vont avoir un silence complice. Pire, ceux qui seront là en train de soutenir le gouvernement rwandais par des contrats, par des appuis d'aide budgétaire qui demain vont être utilisés pour armer les RDF afin de venir créer la panique, la mort, les viols en République démocratique du Congo. Parce que ce que les gens ne savent pas, Jean-Pierre, c'est qu'en réalité, notre armée n'est pas en guerre qu'avec le Rwanda. Il y a tout un système, une engeance qui se trouve derrière le Rwanda qui aujourd'hui est en train d'endeuiller le Congo. Le Rwanda n'est qu'un arbre qui cacherait une vaste forêt. Ce n'est qu'une pointe d'iceberg. Il y a une engeance qui aujourd'hui appuie ce système qui aujourd'hui est en train d'endeuiller notre peuple. Il est temps que cette hypocrisie cesse. C'est important parce que ce qui est aujourd'hui fait en République démocratique du Congo, nous n'allons pas rester dans le statu quo. Notre armée, notre peuple est très déterminé derrière le chef de l'État. Nous allons nous en sortir, quoi qu'il arrive. Mais seulement, nous n'oublierons pas. Nous allons nous en sortir. Qu'est-ce qu'il nous faut pour démanteler ces vastes réseaux qui opèrent désormais à visage découvert? Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est cela, la guerre. Vous pouvez avoir des batailles perdues, mais cela ne signifie en rien que vous allez perdre la guerre. La détermination aujourd'hui qui habite le chef de l'État et les populations, hier encore, j'étais dans une réunion avec le ministre du Portefeuille où les mandataires publics ont décidé d'apporter leur appui au gouvernement pour essayer de renverser la tendance. Vous avez vu comment les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont déterminés à accompagner le Congo. Vous avez vu à l'Équateur, où des jeunes sont prêts à aller dans l'armée. Vous avez vu ici à Kinshasa, où des jeunes sont même allés à l'aéroport de Njili pour solliciter d'être enrôlés et de partir sur le front. Ça signifie qu'il y a un sursaut d'orgueil dans le chef de chaque Congolais. Il y a une détermination qui est née que hier, il n'y avait pas encore. Est-ce qu'on pourra dire? Donc ça signifie qu'il y a une lueur d'espoir. On va en finir totalement avec ce système mafieux. Vous savez que la posture du chef de l'État en ce qui concerne le refus de négocier avec les terroristes est déjà une fin en soi de ce système. Parce oui, il a dit que la RDC je vais vous expliquer. Ne reculera pas. Le président de la République a commencé d'abord par mettre en place un système qui interdise les brassages et les mixages. Parce que c'est parmi les éléments qui ont permis l'affaiblissement de notre armée hier, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Deuxièmement, le chef de l'État a refusé de négocier avec les terroristes du M23. Et, bien sûr, le Rwanda. Beaucoup de gens sont en train de dire, et même d'autres pays, pourquoi est-ce que la RDC n'accepte pas de négocier avec ces gens? Un ami à moi, qui est un diplomate, m'a envoyé un document qui leur est parvenu. Et je vous assure qu'aucune nation sérieuse au monde ne peut accepter de telles choses en termes de négociations. Le Rwanda, via le M23, demanderait donc au gouvernement, 1. d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté.
2. Le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières, placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3. Le gouvernement devrait accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele et Tanganyika comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut-Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé. Et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce sont les revendications du Rwanda et le chef de l'État ne peut jamais accepter de telles choses. C'est là qu'il dit que le pays n'épuisera. Le pays n'épuisera pas. Jamais. On ne reculera pas. Jamais. Il en appelle à l'unité. Il dit que nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre sens de responsabilité et notre courage. Ce matin, sur RFI, un opposant expliquait qu'on veut bien être unis, mais il y a des facteurs pour l'instant qui ne le permettent pas. Notamment, il y aurait, selon lui, 20% d'opposants en prison et 20 autres en exil. Mon cher frère Jean-Pierre, c'est ce qui me choquerait toujours et me choquera encore en ce qui concerne les hommes politiques de notre pays. Vous allez dans des nations comme Israël ou comme en Ukraine, lorsque le pays est agressé, on ne met pas de conditionnalité. Encore que ces conditions ne sont que fallacieuses. Aujourd'hui, nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et dire que pour que nous puissions soutenir notre nation, il faille telle ou telle autre exigence, c'est de la lâcheté. Si vous êtes dans votre maison, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà des paroles, au-delà des discours? Si vous êtes dans votre maison avec vos parents et que la maison commence à brûler, vous n'allez pas dire à votre père qu'avant que je puisse prendre le seau d'eau pour éteindre le feu, il faille d'abord que vous puissiez m'acheter la chemise que je vous ai demandé l'année dernière. C'est de la lâcheté. Et on ne peut pas accepter ce genre de chantage. On soutient le pays de la manière la plus inconditionnelle possible. Pour l'instant, aller au-delà des discours, poser des actes. Quels actes? Parce qu'il y a une séparation de pouvoir dans notre pays. Lorsque la justice condamne un X ou Y personne, il n'y a pas à dire que ces personnes-là, selon l'entendement de certains opposants, sont simplement des prisonniers d'opinion et ne sont pas décondamnés. Pourtant, ces individus qui aujourd'hui sont devant la justice sont poursuivis pour des faits infractionnels. J'ai toujours dit, et je l'ai dit sur votre plateau ici, qu'être opposant ou être un membre de la majorité ne soustrait en rien notre responsabilité face à la citoyenneté, c'est-à-dire le respect des lois de la République. Donc si aujourd'hui il faille transformer ces personnes poursuivies pour des faits infractionnels en prisonniers d'opinion, c'est tordre la vérité. Donc un opposant qui aujourd'hui se permettrait de conditionner son soutien au pays par rapport à X ou Y chose n'est pas digne d'être congolais. Le soutien doit être coordonné par le président qui est le commandant suprême. Il a tous les services. Il est peut-être difficile qu'il soit facilement accessible. Ne revient-il pas à lui de poser des gestes, de décrisper la situation au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est, poser quelques actes, libérer ceux qui le peuvent, qui en remplissent les conditions,
discuter avec certains dans l'intérêt suprême de notre pays. Il y a 100 millions de Congolais à peu près, et même au-delà je pense. Si le président de la République, pour défendre la nation, devait recevoir chacun de ces Congolais, nous n'aurons même pas le temps d'organiser les conseils de ministres. Le plus représentatif. Le plus représentatif par rapport à quoi? Le chef de l'État a parlé. Le chef de l'État a expliqué ce qui serait comme manœuvre d'orientation pour le pays. Il revient à chaque citoyen de prendre sa responsabilité. Il ne revient pas aux gens de dire « il faut d'abord que je sois reçu par le président de la République pour défendre mon pays ». Ce militaire que vous avez mis sur votre plateau ici, qui peut-être a perdu la vie à Goma ou à Minova, est-ce qu'il a été reçu par le président de la République pour mourir pour toi et moi? Comment est-ce qu'on peut, à un certain niveau, continuer à conditionner les choses les plus élémentaires qui soient? Nous devons soutenir notre pays. Il n'y a pas de condition à ça. S'il y aura des rencontres avec le chef de l'État, il y aura peut-être des actions politiques à mener pour X ou Y personnes. C'est des choses qui peuvent arriver plus tard. Pour l'instant, il faut commencer par gagner la guerre. Ce qui est le plus important, c'est que nous puissions sauver nos populations qui aujourd'hui sont des esclaves et sont sous le joug des terroristes et d'une armée étrangère sur le territoire de leurs ancêtres. Ça, c'est une chose inacceptable. Chaque jour qui passe avec ces gens sur le territoire national est une gifle qu'on donne à tous les Congolais, même à ces opposants-là qui aujourd'hui sont en train de poser des conditions pour soutenir le pays. Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, peut-on dire que le Congo est au centre d'un vaste complot? Peut-on dire que le Congo est abandonné à lui tout seul? Peut-on dire qu'en ces moments, le seul véritable allié du Congo, c'est son propre peuple? Le seul et l'unique allié de tout pouvoir, de tout pays, c'est son propre peuple. Mais n'empêche qu'il y ait des amis. Aujourd'hui, que ce soit sur l'espace de l'Union européenne, que ce soit au sein de l'Afrique ici, nous avons des amis qui portent la situation du Congo. Nous avons eu des frères sud-africains qui sont morts pour sauver notre nation. On a même vu un échange de paroles entre le président rwandais et sud-africain. Ils ne sont pas congolais, mais ils ont versé leur sang pour notre pays. Nous avons des compatriotes qui aujourd'hui sont morts aux côtés des frères d'armes burundais. Ils ne sont pas congolais, mais ils ont versé leur sang pour notre pays. Donc, l'allié principal, c'est le peuple, mais nous avons aussi des amis. Ce que nous demandons à la communauté internationale principalement, ce n'est pas qu'ils viennent tous mourir pour le Congo. Nous avons suffisamment de sang pour que nous-mêmes on meure pour notre pays. Mais c'est d'être vrai et d'éviter le double standard, d'éviter l'hypocrisie et d'éviter de faire une guerre larvée au Congo au travers du Rwanda en soutenant cette armée de terroristes et de tueurs. Ce n'est pas normal. Un pays qui est avec nous ne peut pas être avec notre adversaire? À la limite, ils peuvent être avec lui, mais pas le soutenir pour qu'il vienne tuer nos enfants et violer nos femmes. Ça, c'est être notre ennemi carrément. Le cas de la France et l'Union européenne? Mais écoutez, la France a toujours eu une position qui est claire, c'est de condamner non seulement la présence du Rwanda sur le territoire national, mais aussi la poursuite de ce qui est fait au travers le soutien du mouvement terroriste des M23. Le président Macron est pourtant perçu en Occident comme étant le principal soutien de Paul Kagame en Europe. En tout cas, ce que nous percevons, c'est qu'à chaque fois, la France a eu à prendre position. Et je ne pense pas que le représentant de la France au niveau du Conseil de sécurité peut prendre la parole sans qu'il y ait un ordre venant de l'Élysée. Il a été clair. Le jour du dernier Conseil de sécurité, je pense que c'était le lundi. Le lundi, oui. Il a été clairement, il a clairement pris parole pour dire que ça était de trop de la part du Rwanda et de la part de ces terroristes du M23. Je pense que c'est déjà des bonnes positions, mais il faut nécessairement aller au-delà. Quand des chancelleries occidentales demandent des conseils à leurs ressortissants de venir au Congo ou de quitter le plus tôt à la première occasion la Belgique et maintenant les États-Unis, est-ce qu'ils ont d'autres infos que nous n'avons pas? C'est à eux de nous dire. Ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation sécuritaire importante pour notre pays.
nous savons qu'il y a énormément de ramifications extérieures qui aujourd'hui ne souhaitent pas que le Congo puisse avancer. Parce qu'ils savent qu'avec le président Tshisekedi, le Congo deviendra une deuxième Chine d'Afrique. Il faut déstabiliser le pouvoir du Congo pour que le Congo ne puisse pas avancer. Les Mobondo que vous voyez ici qui tuent dans la province du Bandundu, dans l'ex-province du Bandundu, le M23 et tous ces terroristes qui sont en train d'avancer, ils ont des armes. Ces armes ne sont pas fabriquées à Goma. Ces armes ne sont pas fabriquées dans les pays qu'ils utilisent comme base arrière. Ce sont des armes qui sont tracées, qui existent, qui viennent de quelque part. Donc ça signifie qu'il y a une ramification internationale, une conspiration contre le Congo, ça on le sait. Parce qu'aujourd'hui, que le Congo se lève, c'est toute l'Afrique qui se lève. Donc il faut créer un ventre mou au centre de l'Afrique pour éviter que l'Afrique ne puisse se lever. Donc c'est à nous, Africains, d'être responsables. Mais ce qui fait mal, c'est que l'on puisse rencontrer, malheureusement, des Africains, parmi lesquels Paul Kagame, qui aujourd'hui sont en antinomie de cette élévation de l'Afrique par la stabilisation du Congo. Il voudrait être l'homme fort de la région des Grands Lacs, l'homme fort du continent, c'est ça. Il accepte d'être le pyromane de l'Afrique centrale. Et ça, c'est déplorable. Mais malheureusement, l'histoire ne rate jamais de juger ce genre de personnes. Quand Donald Trump s'abstient, se réserve de commenter la détérioration de la situation sécuritaire chez nous, hier soir, une journaliste lui posait la question. Il a estimé que c'était sérieux, mais pas approprié d'en parler pour le moment. Qu'est-ce que cela résonne ici à Kin? C'est compréhensif, dans la mesure où le président américain a pris son pouvoir effectif qu'il n'y a qu'à peu près 11 jours. Et en 11 jours, le monde compte plus de 185 pays. Il faille qu'il ait des dossiers et des fiches sur chaque pays pour qu'il puisse prendre une position claire. Mais je pense que les relations entre nous et les États-Unis ne sont pas aussi détériorées que ça. Nous allons avoir sûrement des informations à fournir à l'administration nouvelle de Trump. D'ailleurs, la ministre, la VPM des Affaires étrangères, s'active dans ce sens et même les conseillers, les hauts placés du chef de l'État font de même. Il faut avoir de la patience par rapport à ça. Avoir de la patience. Félix Tshisekedi qui appelle donc à la défense de la patrie face à l'avancée du M23, des rebelles qui seraient signalés dans quelques localités dans le sud Kivu. Est-ce que c'est des informations qui doivent nous alarmer? Je pense que ces terroristes, et il fallait suivre le pantin Nanga hier, sont dans la détermination de poursuivre leur œuvre diabolique. Il ne faut pas s'étonner à ce qu'ils puissent créer des insécurités à gauche, à droite, mais je peux vous assurer que l'armée en ce moment est en train de se réorganiser. Et cette promenade de santé va s'arrêter. Déjà qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à cette résistance qu'ils ont connue dans la ville de Goma notamment. Parce que la plupart des fois, cette ville est tombée sans qu'il y ait même un seul coup de balle qui puisse retentir. Mais là, ils en ont eu pour leur compte. Généralement pour épargner des vies humaines. Oui, mais je peux vous assurer qu'au Rwanda, il y a des familles à qui on a interdit de pleurer leurs fils qui sont tombés en centaines à Goma. Donc cette promenade de santé va très mal se retourner contre eux. Ça, je peux vous assurer. La riposte vigoureuse. Je peux vous dire que la manière dont notre armée se prépare, les Congolais seront satisfaits de leurs fils et de leurs filles qui servent sous le drapeau. On va stopper la percée des Nanga et ses hommes. Ce n'est même pas une percée, c'est une bande d'aventuriers qui profitent du fait que l'armée a refusé qu'il y ait des théâtres d'opération en plein centre-ville pour ne pas éliminer des vies humaines, parce que vous savez qu'eux ont utilisé des bombes aveugles via des drones pour essayer de déstabiliser notre armée. Et ça a causé des morts, même dans les camps des réfugiés. Et ça a même causé des morts à des casques bleus, ce qui est une violation grave des conventions internationales. Mais tout cela ne choque pas du tout le terroriste en chef, Kagame. Donc il faut comprendre par là que nous sommes en face de nous des psychopathes assoiffés de sang. Il faut faire bloc pour protéger notamment la ville voisine de Bukavu. Mais bien sûr, mais aller au-delà, récupérer l'entièreté de la ville de Goma. Et d'autres territoires qui sont sous contrôle du groupe. Jusque Bunagana, vous avez suivi le chef de l'État. Jusqu'au dernier centimètre. Jusqu'au dernier centimètre. Nous n'allons pas nous laisser faire, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, si on se laisse faire,
c'est la balkanisation de fait de notre pays qui sera consacrée. Et ce calcul ne date pas d'aujourd'hui, ce calcul date depuis 1960. Et donc Kagame n'est que la énième personne à venir se frotter au Congo dans le but de pouvoir concrétiser ce plan. Il n'y a qu'à entendre ses responsables dans son pays, comme James Kabarebe, qui ne s'est pas caché, de dire que d'antan, le Rwanda allait jusque dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, oubliant carrément que dans l'histoire même, dans les cartographies les plus anciennes qu'on peut retrouver, notamment interviewées en Belgique, le Rwanda et le Burundi étaient des provinces de la République démocratique du Congo et pas le contraire. Donc, tout ça, toutes ces fables sont racontées pour étayer un plan qui en réalité ne va jamais se réaliser. À Kinshasa, un seul discours ne passe pas le dialogue. Hors des questions d'engager de quelqu'un pour parler direct avec l'ennemi, ce qu'il réclame pourtant. Mais Jean-Pierre, il faut essayer de questionner l'histoire. En 1996, le maréchal Mobutu disait que c'était le Rwanda qui attaquait. Mais on a dit que c'était un groupe de Congolais. Lorsque nos compatriotes qui sont ainsi pris en étau par ces gens, finalement arrivent à leur fin, ils se rendent compte qu'ils sont des otages. Et Mouzé a eu à le décrier. Ensuite, en 1998, il y a eu le RCD. C'est fini, en 2003, il y a eu le CNDP. Et puis encore en 2011-2012, c'est le M23. Et maintenant encore, c'est le M23. Ça signifie en réalité que nous sommes en face d'un magicien qui à chaque fois change de visage, mais c'est la même personne. D'où la décision du chef de l'État d'arrêter de traiter avec les ombres, mais plutôt de traiter avec la personne elle-même. Parce qu'en réalité, parler avec le groupe de terroristes de Corneille Nangaa et consorts aujourd'hui ne va absolument rien garantir pour demain, parce qu'il faudrait encore que Kagame se réveille et se dise qu'il a besoin encore de tel ou de tel carré minier. Il va vous inventer quelqu'un d'autre et revenir sur le territoire congolais. Donc il faut en finir avec lui. C'est lui le problème. Et c'est déclaré lui-même Nangaa ouvert au dialogue. Donc on ne coupe pas la tête du serpent. Je peux vous assurer que nous allons avoir ce même problème de manière récurrente. Vous avez vu les scènes de pillage qu'il y a eu à Kinshasa lors des manifestations contre le Rwanda et la passivité de l'Occident. Ça, c'est des choses qu'il faut condamner ou soutenir. Mon cher frère, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, à Bukavu, et même partout ailleurs, il n'y a pas eu de casse ni de pillage. Que le peuple puisse manifester sa colère, oui, c'est une colère saine. Et cela est à encourager. Mais que le peuple casse et pille, ça c'est inacceptable. Pourquoi inacceptable? Parce que d'abord, d'une part, nous avons eu du mal, nous, la République démocratique du Congo, à asseoir une économie qui reste encore fragile. Deuxièmement, à côté de cette économie, nous avons des conventions que nous avons eu à établir avec des nations qui ont envoyé leur mission diplomatique ici. Ces ambassades, en réalité, sont des territoires inviolables. Autant que la République démocratique du Congo ne peut jamais accepter que ces ambassades soient violentées dans n'importe quel pays, quelle que soit la manifestation, autant nous ne pouvons pas accepter que cela soit fait sur les territoires congolais. En ce sens, je m'aligne derrière la condamnation qu'a eu à faire le chef de l'État face à ces actes de barbarie. Je m'aligne également à ces excuses présentées par notre VPM des Affaires étrangères à ces représentations diplomatiques. Mais au-delà de ces représentations diplomatiques, je pense qu'il faille nécessairement un appui du gouvernement pour les établissements privés et publics qui ont été vandalisés. Cela n'est pas acceptable. La colère doit être saine parce qu'en réalité, notre cause est juste. Mais nous ne devons pas la dénuder parce que nous commettons des actes répréhensibles. Quand la vice-ministre de l'Intérieur dit que ceux qui ont perpétré ces actes sont des infiltrés rwandais, est-ce qu'elle a tort et elle a raison? Elle a peut-être des informations que nous n'avons pas.
Les On n'a pas infos de qu'on a pas. commentaires à mettre là-dessus. Ce qui ravive la colère de certaines chancelleries, certaines sociétés, notamment Air France et d'autres qui ont suspendu leur vol. SK, saccagé, a fermé ses portes. À la fin, c'est à nous-mêmes qu'on n'a pas rendu service. Bien sûr, à chaque fois que nous commettons de tels actes, nous faisons reculer le pays. Rappelez-vous des pillages de 91 et de 93. Mobutu est parti, mais nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous des troubles qu'il y a eu en 2016. Ouais. Nous avons énormément perdu. À chaque fois que nous agissons ainsi, non seulement nous tuons notre tissu économique, qui est en train difficilement de se lever, mais aussi nous faisons reculer le pays. Il y a des entreprises publiques de l'État. Hier, on était dans une réunion au portefeuille qui ont dit avoir été vandalisées. Mais ces entreprises n'ont rien à voir avec ces pays qui aujourd'hui sont indexés comme étant les parrains du terroriste en chef, M. Kagame. Donc je pense qu'il faille prendre la mesure de certaines choses. Lorsque l'on doit manifester pour exprimer une colère, cela est réel et bien. Éviter parce des que ça casses. dépend le pays. Ouais. Mais le pillage, les casses, violenter des individus, cela est condamnable. Et ça, c'est ce qui s'est passé notamment au cabinet de l'opposant Deli Sesanga au 3e niveau d'un bâtiment sur l'avenue de la Justice. Tout a été saccagé, des biens, des valeurs emportées, des véhicules de ses collaborateurs incendiés. Le président qui appelle maintenant à l'effort de guerre. À l'effort de guerre, il en appelle à la réduction du train de vie des institutions. Ça, c'est un vieux discours. On en a parlé plusieurs fois, mais dans les faits, rien de pratique. Hier, c'était une journée sans cours dans les universités. Et encore une fois, le ministre de l'ESU appelait à des dons en nature, en espèces, au profit de l'armée. D'ailleurs, il y a un centre de dons du sang ouvert au Palais du Peuple. J'ai prévu de faire mon don cet après-midi, si tout se passe comme planifié. Vous aurez d'ailleurs les images. Effort de guerre, réduction du train de vie. Quand on a vu la résistance opposée par notre armée, à Goma, on s'est dit que c'est là que nous devions beaucoup investir, mettre plus de moyens que donner des salaires XXL à des politiciens, à vous, politiciens. Je pense que le président de la République, qui n'est pas l'autorité budgétaire, en parlant ainsi a lancé un message clair. Non seulement à nous, mandataires publics, qui sommes appelés à participer à cet effort de guerre, mais aussi aux membres du gouvernement, mais plus encore à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui, eux, sont responsables du budget. Il est donc important que l'on puisse reconsidérer les dépenses de l'État par rapport à l'urgence de la situation. Certes, il y a une loi de programmation militaire qui a permis à ce qu'on puisse équiper notre armée, mais au-delà de cela, il est nécessaire qu'il y ait ces efforts de guerre pour qu'il y ait une solidarité nationale. Cette solidarité nationale est importante dans la mesure où, certes, l'État a les moyens de soutenir son armée, mais ces gestes posés notamment par Jean-Pierre Kayembe qui donne son sang pour le pays, oui, ce sera fait cet après-midi. Un message envoyé à nos frères et sœurs qui servent sous le drapeau. Au-delà de la chose que l'on donne, il y a cette valeur symbolique qui est en réalité une cohésion au sens vrai, mais au sens spirituel, autour d'une cause commune et une cause juste, la défense de la patrie. Le problème maintenant, c'est la canalisation de ces différents dons. On l'a vu pendant la Covid, que certains auraient pris des destinations inconnues. Comment s'assurer que le 1 franc, le 2 francs, le sang, les habits et autres biens qu'on donnera parviendront aux concernés? Je pense que celui qui serait en train de faire de tels actes de détournement serait passible d'être éliminé physiquement par peine de mort. Et là, j'en appelle à son Excellence ministre d'État Moutamba. Mais au-delà de cela, en ce qui concerne notamment nous, les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille, hier, le ministre Jean-Lucien Boussa a insisté sur la transparence et la traçabilité de ce qui sera mobilisé au travers des comptes qui seront gérés par un comité, mais qui aboutiraient dans les caisses de l'État.
pour qu'il y ait une traçabilité réelle, pour éviter justement ce que vous venez de dire. En parlant de Constant Moutamba, il avait annoncé la vente publique des biens des Corneille Nangaa, et finalement, ils ne seront plus vendus, mais plutôt affectés au service de son ministère, la justice civile, militaire et d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne décision, parce que vous savez, il faut qu'il y ait quand même des sanctions assez sévères en l'endroit de nos compatriotes qui prêteraient ainsi le flanc à des ennemis qui veulent déstabiliser le pays. Vous pouvez imaginer une personnalité qui a été président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a vécu pendant plusieurs années sous le trésor public. Il a profité des avantages de l'État pour se tailler une situation de vie assez stable, mais il se permettrait ensuite de trahir cette propre nation. Non seulement par ses propos, mais par ses actes. Il viole le serment sur lequel il a juré. Cela est très grave. Et je pense qu'au-delà de la peine capitale qui l'attend, la confiscation de ses biens pour l'usage public est une compensation très moindre, mais nécessaire. Pour décourager les futurs Corneille Nangaa. Il y a surtout d'autres questions qui reviennent en boucle en ce moment sur notre attitude, mais surtout la communication que nous faisons. Est-ce que le Congo fait une communication à la hauteur des enjeux, à la hauteur des défis que nous affrontons maintenant? Une véritable communication de crise. Certains sont allés jusqu'à dire que Mouyaya n'est pas à la hauteur. Il n'est pas l'homme de la situation. Jean-Thierry, vous qui êtes également communicologue, dites-nous, est-ce que notre communication répond aux besoins en présence? Vous savez, Jean-Pierre, dans notre pays, on a la mauvaise habitude de ne reconnaître qu'après les mérites des gens. Rappelez-vous du coach Ibenge que nous avons tous vilipendé ici, mais que nous avons réclamé à corps et à cri une fois qu'il était parti. Il ne faudrait pas que l'on continue comme ça. Moi, je veux être très sincère envers vous. Vous savez, au début de cette agression, le narratif des médias internationaux était que on a affaire à une rébellion en RDC. Mais par le travail de Patrick Mouyaya, aujourd'hui, ce narratif a changé. La plupart des médias internationaux qui sont en réalité le couloir de transmission des pensées des sphères politiques de ces pays est en train de changer et on parle partout de Kigali, de RDF et M23. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Travail qui a été fait. Ça, c'est de 1. De 2, la mobilisation interne qui est faite aujourd'hui par rapport à l'appel du chef de l'État. Les actions menées sur terrain, notamment par notre armée et notre police. Qui, jour et nuit, nous apporte ces informations? C'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je me demande même s'il a le temps de dormir ces derniers temps. Nous ne devons pas sacrifier nos meilleurs soldats parce que on les voit au fouet, nous avons des tendances. Ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que moi, Thierry Monsenepo, je ne suis pas membre du gouvernement. Je peux venir traiter Kagame de tous les noms d'oiseaux. Je peux venir parler de Macron d'une manière qu'on appellerait en langage quinois bordurier. Mais le ministre de la Communication ne peut pas tenir ce genre de langage. Parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Il représente l'institution. Il représente une institution. Donc il ne faut pas que les gens s'attendent à ce que notre porte-parole, le ministre de la Communication, se mette à lancer des diatribes et des insultes. Quand on dit qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, on se trompe. Non, on se trompe. Et troisièmement, pour finir. Parce que maintenant, il est ciblé par une affaire de séquestration. Je vais vous dire que c'est le réseau rwandais. Ça signifie que le travail de Mouyaya dérange. Et ça, ce n'est que le début. Cette affaire de séquestration révélée par Perrault. Je peux profiter de votre micro pour dire au ministre que ce n'est que le début. On va demain dire qu'il prend du sang humain. On dira demain qu'il mange des cadavres. On va tout raconter sur lui parce que son travail dérange. Mouyaya est la cible. Mais bien sûr, parce qu'il est aujourd'hui celui qui porte la voix d'une lutte.
Et troisièmement, pour finir, Mouyaya a réussi à fédérer les médias que vous êtes nationaux pour s'aligner derrière la cause. Certes, il y a déjà plusieurs journalistes éminents que je connais comme vous qui avaient le sens de nationalisme élevé. Mais il y a d'autres qui n'en avaient pas. Mais grâce à cet encadrement et à ce rapprochement, on voit aujourd'hui très peu d'entre nos frères journalistes ou sœurs journalistes qui relaient les propos de l'ennemi ou qui partagent des informations qui déstabiliseraient les Congolais. Ça, c'est à féliciter. À mettre à son compte, oui. Bien sûr. La campagne Défendons la patrie que nous faisons ici à Politicon sans rien demander, c'est notre participation à cet effort collectif, évidemment. Et donc, mais il y a à côté le président du CESAC, lui, qui est va en guerre, qui menace, il y a eu d'abord le ministre de la Justice qui brandissait la peine de mort. Le président du CESAC lui dit, mais dans même un simple message dans un groupe WhatsApp. Mais c'est normal, Christian est le patron du contenu. Il est le patron du contenu. Il doit veiller à ce qu'il y ait une cohésion dans les messages aussi. Parce qu'il ne faudrait pas aller dans des messages qui demain vont desservir la nation. Parce que ce que les gens oublient, les puissances qui ont voulu déstabiliser Kadhafi ont profité d'une seule chose. Des propos qui étaient tenus par l'entourage de Kadhafi et de Kadhafi lui-même, que nous allons verser des rivières de sang à Benghazi. Ils n'ont pris que ces propos-là pour dire nous devons intervenir parce que les rivières de sang vont couler à Benghazi. Oui. Donc ça signifie que le contenu est un élément important. Est-ce qu'on ne va pas là museler notamment la presse, affecter la liberté d'expression? Non, il y a un comportement à avoir pendant une période déterminée. Vous n'allez pas aujourd'hui, parce qu'il y a la liberté de la presse en Ukraine, dire que Poutine est un sauveur. Ça signifie qu'il y a des contextes qu'il faut respecter par rapport à ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité. Vous y croyez? Effectivement. Je suis convaincu que les Congolais ne sont pas à leur première épreuve, mais que nous avons toujours surmonté cela. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je suis aussi convaincu que c'est la dernière. Parce que cette fois-ci, non seulement le serpent est à nu, mais sa tête va être coupée. Dans le sens littéral, bien sûr, pas dans le sens d'une décapitation. Ça signifie que ce travail de déstabilisation qui est devenu presque un rythme décennal envers la RDC et contre nos populations va finalement prendre fin parce qu'il n'est plus question de travailler ou de parler avec les pantins, mais nous allons régler l'affaire avec l'ogre lui-même. Et quel sera notre cahier des charges en ce moment? Et pour terminer, votre message de fin aux populations de Goma qui nous suivent, parce que nous apprenons ce matin que l'Internet a été rétabli là-bas. Mais le cahier de charges de la République démocratique du Congo est clair. Il n'y a pas lieu d'avoir des troupes étrangères sur notre territoire. Les groupes armés de la République démocratique du Congo ont été depuis longtemps invités par le chef de l'État dans un processus clair. Donc ici, nous parlons d'une agression. Le monde entier a pu apercevoir des colonnes de membres ou des éléments de l'armée rwandaise entrer en République démocratique du Congo, au-delà des 4000 déjà signalés par les experts des Nations Unies. Donc le cahier de charge principalement, c'est celui-là. Pour le reste, les problèmes qui concernent les Congolais vont être réglés par les Congolais. Et comme mot de la fin, M. Jean-Pierre, aujourd'hui, j'ai longuement prié. Oui. Contrairement à vous, je prie beaucoup. Bien. J'ai pu lire une référence biblique que je voulais partager ce matin avec nos compatriotes. Oui. C'est Proverbe 24, 16. Ça dit ceci. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, 16 dans la Bible Louis II. C'est pour dire, Jean-Pierre, que notre cause étant juste, nous allons nous relever, comme a dit le chef de l'État. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous aussi qui avez pris le temps de nous regarder. Nous sommes en situation de guerre. Il y a certains invités qui seront peut-être censurés pour l'instant.
certains propos, certaines images censurées parce que, au-delà d'être journalistes, nous sommes d'abord et avant tout citoyens et Congolais. Et de temps en temps, ce son qui est en nous crie. Quand on voit des cadavres, des corps sans vie de nos concitoyens à Goma, quand on apprend qu'on a aujourd'hui autour de 1000 blessés dans la ville et que les structures médicales sont débordées, il y a de quoi se révolter. Prenez bien soin de vous, de ceux qui vous sont chers, du Congo aussi, si vous le pouvez. Salut.